Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Arsenal et aujourd'hui on va attaquer un sujet très délicat. Parce qu'on va voir pourquoi ce club n'arrive plus à remporter de titres majeurs. Croyez-moi, je ne fais pas cette vidéo pour tirer gratuitement sur Arsenal, je veux simplement essayer de comprendre ce qui se passe. On ne va pas s'intéresser à toute l'histoire du club, mais surtout à Mikel Arteta et voir pourquoi il n'arrive pas à remporter une première ligue ou une Ligue des Champions. Et pour ce faire, on ne va pas aller très loin dans l'histoire du club, mais simplement revenir à son départ au sein d'Arsenal en tant qu'entraîneur. Ce qu'il faut se dire, c'est que Arsène Wenger avait quitté le club un an auparavant. Après lui, il y a eu deux coachs dont Unai Emery. Mais là où je veux en venir, c'est surtout que Arsène Wenger est une légende d'Arsenal. A été un coach très marquant, évidemment, il est resté extrêmement longtemps à régner sur le club pendant plus de 7000 jours, il faut se rendre compte quand même, et puis surtout que ça a été en lien avec les plus belles années du club, et par rapport à ça, forcément, lorsqu'il part, il laisse un vide derrière lui. Surtout qu'il ne part pas à la meilleure des périodes, ça s'est plutôt mal fini, ou en tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a eu une fin de cycle évidente. Arsène Wenger a toujours su remporter des titres et même quelques FA Cup aussi pour terminer son parcours. Mais de manière globale, on a bien vu qu'Arsenal n'a pas été bon dans la transition. Après Wenger, on a vu qu'il y a eu du mal aussi à préparer l'avenir avec des joueurs aussi qui pouvaient prendre le cap. Et on a eu beaucoup de trentenaires qui n'étaient plus forcément au niveau. Arteta est arrivé dans des conditions difficiles. Et là, il devait amorcer une reconstruction. En soi, il l'a fait en prenant son temps et il a eu justement la confiance du club qui quelquefois a voulu le virer, mais mine de rien tout de même, il a su remporter quelques FA Cup et surtout a montré que dans le jeu, on voyait très clairement là où il voulait en arriver. C'est ça qui était intéressant. Et puis, il a remis aussi beaucoup de jeunes joueurs en avant au sein du club. Ça nous a rappelé le projet Baby Gunners avec Arsène Wenger. C'est ce qui fait partie de l'histoire du club parce qu'en soi, aujourd'hui, dès qu'il y a un projet de renouveau dans un club, on met en avant les jeunes. Et donc, on peut se dire que c'est logique, mais ça fait vraiment partie de l'ADN d'Arsenal. Un petit peu comme le Barça avec la Masia, ils ont toujours su faire confiance aux jeunes, les mettre en avant avec le centre de formation ou même avec le recrutement et ça a toujours payé. Et Arteta l'a bien compris, il a respecté cela et il a remis ça en place avec donc une retrouvaille en termes d'ADN, de style de jeu, avec des jeunes joueurs aussi qui commencent à s'épanouir et à grandir petit à petit, des joueurs qu'il a su faire évoluer et a su faire grandir. Tout ça, c'est excellent. Et quand on en arrive à aujourd'hui, on peut se dire que, mine de rien, il y a eu quand même un énorme parcours qui a été fait, une grosse évolution entre l'Arsenal d'Arteta lorsqu'il est arrivé et celui d'aujourd'hui qui est évidemment beaucoup plus compétitif, beaucoup plus puissant et beaucoup plus régulier au plus haut niveau. Mais ça ne suffit pas parce qu'en 6 ans, il y a eu aussi beaucoup d'argent qui a été investi. En 6 ans, il y a eu une grosse évolution et pourtant, toujours pas de Première Ligue remportée et toujours pas de Ligue des Champions remportée. Si on rentre dans le cœur du débat, on peut se dire que Arsenal a été 3 fois de suite deuxième en Première Ligue. Arsenal a fait la saison passée un quart de finale des champions. Cette saison, ils sont allés en demi-finale. C'est de bonnes performances, il y a de l'évolution, mais toujours pas d'accomplissement final. Et là, on va essayer de comprendre ce qui se passe. C'est maintenant que je vais vous donner mon point de vue et vous donner mes arguments. Déjà, moi, j'aimerais commencer en parlant du symbole Bukayo Saka. C'est selon moi le joueur qui décrit le mieux la situation du club à l'heure actuelle et je vais m'expliquer pourquoi. Je pars du principe où Saka est un excellent joueur. Saka est l'un des meilleurs ailiers droits au monde. Mais on sait tous, ce n'est pas le meilleur ailier droit au monde. On sait tous, ce n'est pas non plus l'un des meilleurs joueurs au monde. Il n'est pas dans le top 3 par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un joueur extrêmement talentueux, un joueur dont on prend beaucoup de plaisir à regarder ses matchs, mais ce n'est pas non plus un joueur qui peut prétendre au ballon d'or. Et par rapport à Arsenal, c'est un peu la même chose. Dans l'idée de se dire que c'est l'un des meilleurs clubs au monde, l'un des meilleurs clubs de Première Ligue évidemment, qui est très compétitif, qui nous assure que chaque saison ils seront réguliers, mais ce n'est pas pour autant qu'on les voit forcément gagner la Ligue des Champions par exemple, ou on ne croit pas toujours en eux pour la Première Ligue aussi. Et par rapport à ça, en soi, là où le symbole Bukayo Saka prend beaucoup plus d'ampleur dans ce que je veux dire, c'est que je pars du principe où dans un top club, il te faut des joueurs game changers. Il te faut des joueurs qui vont vraiment te faire passer un cap. Des franchise players, comme on peut dire en Angleterre. Et là, il y a beaucoup d'exemples.
Si on regarde à Liverpool, il y a eu Mohamed Salah, qui a toujours eu des stats très impressionnantes. Et puis, mine de rien, c'est un joueur vraiment qui peut t'apporter un niveau de régularité très important, notamment en Première Ligue, où avec ses buts et passes décisives, il peut garantir un certain nombre de points à son équipe, ou en Ligue des Champions, où il a déjà prouvé qu'il peut faire la différence dans les grands matchs. À Manchester City, il y a eu Kevin De Bruyne qui est désormais parti, mais lui a déjà prouvé énormément de fois qu'il est extrêmement important, et c'est le type de joueur aussi qui peut se détacher du collectif. Il faut partir du principe où City et Liverpool, c'est deux équipes qui ont un collectif qui fonctionne hyper bien, mais ils ont aussi des joueurs qui peuvent s'en détacher. Parce que forcément, tu ne pourras pas dominer tous tes matchs, il y aura toujours des imprévus et des matchs plus compliqués que ce qu'on pourrait penser à la base. Et ben, dans ce type de situation-là, il te faut des joueurs qui peuvent te sortir de bourbier, et là, ils en ont du côté de Liverpool, du côté de City. À Chelsea, il y a Cole Palmer qui a moins prouvé évidemment que Salah et Kevin De Bruyne. Lui n'a pas remporté de Première Ligue ou de Ligue des Champions, mais on le sait tous, il est extrêmement talentueux, et si Chelsea va un petit peu mieux collectivement, il pourra tout de suite faire gagner de grands titres à son équipe. Et puis de toute manière, on l'a vu remporter la Coupe du Monde des clubs en réalisant une finale dingue face au PSG, qui a été la meilleure équipe de la saison. On a bien vu que quand Arsenal a joué face au PSG, ça n'a pas du tout été la même chose parce qu'il n'y a pas un joueur qui a su sortir du lot. Ça aussi, c'est très important. Si on regarde ailleurs, il y a aussi au Barça Lamine Yamal qui vient à peine d'arriver dans le monde pro et qui lui montre qu'il peut faire la différence dans les plus grands matchs et peut faire gagner son équipe lorsqu'il le faut. On peut se dire que Lamine Yamal est un cas à part parce que c'est un prodige, mais des joueurs comme Salah, Kevin De Bruyne, Cole Palmer, il y en a énormément en Angleterre ou même en dehors de ce championnat. Et ce que je veux dire, c'est que Arsenal n'en a pas. Arsenal a de top joueurs, des joueurs très performants qui font partie des 10 meilleurs au monde à leur poste, mais ils n'ont pas un joueur qui est le meilleur au monde à son poste, ou au moins dans le top 2, disons, je n'en vois aucun. Et c'est ça le problème, ou en tout cas au moins au milieu ou en attaque, parce que c'est ce type de joueurs-là aussi qui te font gagner les matchs. Les grands défenseurs, c'est très bien évidemment, mais avec une bonne animation défensive, tu peux t'en sortir sans avoir le meilleur défenseur au monde. Alors qu'en attaque, quoi qu'il arrive, des fois il te faut un joueur dans les 15 derniers mètres qui peut faire la différence. C'est un petit peu ce que Guardiola disait, on sait qu'il réfléchit énormément sur tout ce qu'il met en place, mais il a toujours dit que dans le dernier tiers du terrain, il laisse de la liberté à ses joueurs et c'est eux qui doivent faire la différence. Et à ce moment-là, des fois, il y a des joueurs qui sont un petit peu trop stéréotypés du côté d'Arsenal, où ils vont un petit peu trop reproduire à la lettre ce que Arteta demande, mais ne vont pas faire une différence individuelle. Et c'est ça, pour moi, déjà l'un des plus grands problèmes. Parce que je pars du principe où, collectivement, Arsenal n'a pratiquement rien à envier aux plus grands clubs européens depuis déjà quelques saisons. On le voit, même face au PSG, ils ne se sont pas non plus fait humilier. Très loin de là, ils ont su tenir tête à la meilleure équipe européenne dans le jeu, mais n'ont pas eu ce petit truc qui a fait qu'ils ont su gagner. Par exemple, Martinelli a eu pas mal d'occasions et de face à Donnarumma, mais n'a pas su les transformer parce que ce n'est pas un joueur qui fait partie des meilleurs au monde. C'est un très bon ailier qui a prouvé son niveau, mais n'a pas su passer ce cap. Et ça, c'est un vrai problème. Si on continue, il y a aussi la mentalité qui pose problème. Alors, c'est un cas complexe parce que tout le monde l'évoque, mais je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tout le monde dit. Parce qu'on dit que Arsenal n'a pas cette mentalité de winner et ne joue pas forcément pour gagner. Là-dessus, je ne suis pas vraiment d'accord. Quand on entend les discours d'Arteta, on voit toujours qu'il a été clair sur une chose, c'est qu'il a voulu changer les mentalités à Arsenal. C'est qu'il a voulu tout faire pour qu'Arsenal gagne des grands titres. C'est son objectif depuis le départ. Et puis, si on regarde encore récemment, il nous a déjà donné des discours où il disait qu'il voulait qu'Arsenal gagne plus de 100 points en Première Ligue. Il ne voulait rien laisser, prenait tous les matchs au sérieux et on a vu une grosse discipline. On voit que dès qu'Arsenal fait un mauvais résultat, il est en colère et on voit qu'il est très impliqué à chacun des matchs d'Arsenal, notamment en Première Ligue, mais aussi en Ligue des Champions. On voit qu'il y a une bonne mentalité et on voit que les joueurs aussi, désormais, veulent à tout prix remporter notamment cette Première Ligue où je sens que la motivation, d'ailleurs, est plus importante que celle en Ligue des Champions, mais c'est encore autre chose. Là, on peut le dire. Maintenant, là où ça me pose problème, c'est que, par exemple, quand je parle de mentalité, j'englobe pas mal de choses. Si on regarde Arsenal aujourd'hui, si je vous demande quelle est la grande force d'Arsenal à l'heure actuelle, en termes de joueurs sur le terrain, dans quelle partie, dans quelle zone du terrain ils sont le plus performants, selon moi, c'est évident que c'est en défense. C'est la charnière centrale que je retiens. Gabriel et Saliba
sont d'un niveau élite. Il n'y a rien à dire, ils font partie donc des meilleurs défenseurs au monde. C'est l'une des meilleures charnières aussi qu'il y a dans le monde du football. Ok, et ça c'est très bien, c'est excellent. On peut aussi ajouter que l'une des meilleures recrues d'Arsenal sur la dernière saison, ça a été Declan Rice, qui a été un gros investissement. On parle de plus de 100 millions d'euros mis sur le joueur. Il a répondu plus que jamais présent. Et là, on voit que ses performances sont d'un niveau extrêmement haut. C'était un numéro 6 pur à la base. Ok, Arteta en a fait un relayeur et un joueur beaucoup plus complet, mais ça reste tout de même un joueur qui t'apporte énormément d'équilibre au milieu de terrain. Alors attention, face au Real Madrid, il a fait un match iconique, mais globalement, ce n'est pas le type de joueur non plus qui va te faire remporter des grands matchs. Vous comprenez là où je veux en venir. Donc au final, quand je regarde du côté d'Arsenal, ils ont investi énormément d'argent, ils ont construit une grande équipe, et plus le temps est passé, et plus ils ont misé sur la solidité. Et là, je fais référence à Arteta, mais aussi au directeur sportif. Il y a eu des changements, mais de manière globale, on a vu qu'ils ont beaucoup bossé là-dessus, en recrutant pas mal de latéraux, pas mal de défenseurs centraux, notamment avec des centraux que tu mets en tant que latéral aussi, avec des milieux de terrain où tu veux vraiment équilibrer aussi le jeu de l'équipe. On voit que par exemple, Zubimendi a été recruté, et encore une fois, c'est un numéro 6, un joueur qui va encore plus équilibrer justement ce milieu de terrain. Alors pour moi, c'est une superbe recrue. Mais il ne faut pas non plus se cacher que ça va encore dans cette même direction. On voit qu'offensivement, il y a beaucoup moins d'options, beaucoup moins de poids, mais qu'au milieu de terrain et en défense, là, c'est plus que jamais fourni et tu as une équipe très solide. Vous me direz que Victor Gyökeres pourrait être la solution pour ce club et je répondrai que oui, potentiellement, mais que Arsenal prouve bien qu'ils ne vont pas au bout des choses. Je pars du principe où on ne peut jamais être sûr qu'un transfert sera réussi, mais on peut essayer de s'en rapprocher un maximum avec beaucoup de garanties. Et ici, ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs doutes. Alors, peut-être que Gyökeres va tout exploser et faire gagner une première ligue ou une ligue des champions à Arsenal. C'est une possibilité encore une fois, mais il y a pas mal de doutes, dont notamment le fait qu'il n'a joué que 2 saisons au Sporting. Avant ça, il jouait en Championship. Ensuite, il faut valoriser ses buts et voir ce qu'ils valent réellement dans le championnat portugais comparé à ce qu'il vaudrait dans le championnat anglais. Et puis, par rapport à son profil, c'est un joueur qui excelle à la finition, un joueur qui excelle dans la prise de profondeur, mais dans le jeu n'apporte pas beaucoup. Et s'il a une période où il est un peu moins en confiance, il peut devenir un poids pour son équipe, alors qu'Arsenal porte beaucoup d'intérêt à la construction du jeu et au jeu de position de manière générale. Donc là, c'est des questions qu'on se pose naturellement. Et c'est évident qu'il y a des doutes. Je pars encore une fois du principe où, selon moi, Arsenal devait aller chercher un joueur qui t'apporte un maximum de garanties. Comme par exemple Alexander Isak. Ok, l'Arabie Saoudite est sur le joueur, Liverpool aussi s'y est intéressé, mais Arsenal n'est même pas entré dans la discussion. Aurait pu tenter quelque chose, mais ils ne l'ont pas fait. Du côté de Julian Alvarez, encore une fois, c'est un joueur qu'ils auraient pu tenter de pister, parce qu'en soi, oui, il vient à peine d'arriver du côté des Colchoneros, mais une offre de plus de 100 millions d'euros aurait potentiellement pu les convaincre, on ne le sait pas. Et ça, c'est des choses aussi qu'il faut se dire, il faut aller chercher les top joueurs au poste où tu as des besoins. Par rapport à Rodrigo aussi, ils se sont intéressés aux joueurs, mais n'ont pas montré assez d'intérêt selon moi. Alors peut-être qu'ils vont finir par le recruter, mais quand je regarde, j'ai l'impression que Liverpool est déjà passé devant dans la course, et c'est problématique parce que c'est un joueur qui a une situation compliquée au Real Madrid, c'est un top joueur en tant qu'ailier gauche, il y a un réel manque du côté d'Arsenal à ce poste, donc il fallait tout faire pour le tenter. Alors peut-être que lui ne veut pas rejoindre Arsenal, peut-être qu'il préfère Liverpool ou même rester au Real Madrid, je ne sais pas. Mais en tout cas, du côté d'Arsenal, il fallait tenter et être assez agressif pour tout de suite le faire venir dès le début du mercato. Mais ils n'ont pas fait. Et de leur côté, ils préfèrent recruter Madueke et potentiellement Eze, donc 2 joueurs en une fois comme ça, en investissant plus de 100 millions d'euros, mais ce n'est pas des top joueurs. Ce n'est pas des joueurs qui vont faire tout de suite passer un cap. Alors peut-être qu'ils vont continuer à progresser et avoir un meilleur niveau, c'est une forte possibilité, mais ce n'est pas pour autant que c'est ce qu'il faut à Arsenal. Il leur faut un franchise player 1 ou 2 dans l'idéal et ils n'y vont pas. Et ça, c'est un vrai problème selon moi et c'est là où ça coince et c'est là où ça va continuer à poser problème. Ça restera encore une fois une équipe très compétitive, très forte, mais à qui il va manquer encore un petit quelque chose. Quand vous m'écoutez parler, vous avez peut-être l'impression que je dis que du négatif sur le club, mais le but de la vidéo est de voir ce qui ne va pas. Donc forcément, je parle que de cela.
Dans l'autre sens, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien. C'est un club hyper compétitif avec un projet de jeu hyper bien établi et je pense que Arsenal est l'une des équipes qui a l'identité de jeu la plus établie et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce n'est pas facile du tout. Donc tout ça, c'est hyper positif. Je pars juste du principe où ils sont tout proches d'arriver au bout, de réaliser ce qu'ils devraient faire ou ce qu'ils sont capables de faire. C'est ça qui est important. En soi, si Arteta remporte une première ligue ou une Ligue des Champions, il va rentrer dans l'histoire d'Arsenal. Si les joueurs remportent aussi un titre important, ils vont devenir des légendes d'Arsenal. Ça, c'est important. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. S'ils sont si proches de le faire, il faut y aller. Il faut vraiment le tenter et mettre tous les ingrédients possibles pour y arriver. Même si ce n'est pas facile, parce qu'encore une fois, soyons honnêtes, si Arsenal ne joue pas en première ligue, ils auraient pu remporter beaucoup de championnats ailleurs. Mais ça ne sert pas à grand chose de se le dire parce qu'ils jouent bel et bien en Angleterre et il faut l'accepter. Donc il faudra encore élever le niveau et la finalité sera encore plus belle s'ils arrivent à le faire. Beaucoup pensent qu'un nouvel entraîneur pourrait aider Arsenal à atteindre leur objectif et c'est intéressant en soi. Moi je pense qu'Arteta a vraiment fait un travail colossal et a beaucoup aidé l'équipe, mais potentiellement c'est vrai qu'un nouveau coach aussi pourrait donner un dernier élan qui va faire qu'ils vont accomplir leur objectif. Peut-être qu'il faut un coach un peu plus expérimenté encore, même s'il a eu beaucoup de vécu entre-temps, mais avec plus d'expérience hors Arsenal, disons ça comme ça. Alors, moi je pars du principe où je donne encore une saison à Arteta, je vois s'il remporte un titre majeur, s'il ne le fait pas, je passe à autre chose et je tente quelque chose de différent parce que j'ai l'impression que s'ils n'y arrivent toujours pas, c'est qu'ils sont allés au bout du potentiel avec Arteta et qu'ils n'arrivent pas à passer ce dernier cap. Maintenant, moi, je vois ça un petit peu comme Hansi Flick au Barça. Peut-être qu'il y a l'ossature, il y a le style de jeu, l'identité, et qu'il te faut un coach qui donne un peu plus de liberté à certaines individualités pour leur faire passer un dernier cap. J'ai par exemple critiqué Bukayo Saka dans cette vidéo, mais il faut le dire aussi, Arteta ne l'utilise pas toujours de la meilleure des façons, en tout cas selon moi. Je l'ai vu beaucoup trop de fois coller la ligne, avoir un rôle où il devait simplement déstabiliser en 1 contre 1, et puis écarter le bloc adverse, alors qu'en soi, c'est un joueur qui, s'il a plus de liberté, s'il est un peu plus axial, pourrait faire bien plus de fortes différences individuelles. Il en a le talent et les capacités. Donc, peut-être un autre coach aussi pourrait rétablir cela avec un peu moins d'importance mise sur la solidité défensive, un peu plus de football offensif et peut-être que les joueurs vont plus se lâcher et réussir à faire plus peur aux adversaires. J'ai l'impression que dans les rapports de force d'Arsenal, c'est souvent on va essayer d'empêcher l'équipe adverse de jouer, on va contrer leurs forces plutôt qu'on va imposer nos forces. Et en termes de mentalité, c'est important, on en revient sur cette idée d'être solide défensivement, plus que d'imposer aussi une certaine pression offensive. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui me dérange. En tout cas, tout ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est mon opinion. Maintenant, c'est un sujet très complexe. Et puis, je ne suis pas un supporter Gunners. Je ne sais pas tout ce qui se passe au sein du club. J'ai simplement essayé de donner mon avis. Et des fois, c'est intéressant aussi d'avoir des avis extérieurs. Parce que quand on supporte un club, quand on le suit jour après jour, il y a des choses pour lesquelles des fois on ne se rend pas forcément compte. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je dis que ça peut être aussi intéressant. Encore une fois, l'idée n'est pas d'abattre Arsenal, les supporters ou le club, mais surtout de donner mon avis. Et personnellement, je ne vous cache pas que ça me ferait plaisir de les voir remporter un titre majeur. En Angleterre, je ne supporte aucun club en particulier, mais je trouve qu'il le mériterait par rapport au travail parcouru et que Arteta serait un bel exemple aussi d'un coach à qui on a laissé du temps, qui a pu mettre son projet en place et qui a fini par gagner. Et ça prouverait que les clubs, des fois, devraient être plus patients. Maintenant, s'ils n'y arrivent pas au bout, ça serait un petit peu décevant. On va rester un petit peu sur notre faim parce qu'on attend cela depuis très longtemps. On verra comment ça va se terminer. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.